Merci d'être là parmi nous ce soir pour ce grand sujet autour du Sahara, sur cette fameuse question que vous posez vous aussi d'ailleurs tout le temps, qu'on se pose tous tout le temps, à quoi sert la reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France, les États-Unis, etc. Enfin, on va faire un débat sur cette unique question. Soyez le bienvenu, très cher Al-Kibir. Marhaba, marhaba, salam alaikum à tous et à toutes. Enfin, on a posé la question. Cette question est une question qui mérite vraiment une réponse. Et elle est cruciale, elle est très importante. Rappelez-vous que Donald Trump, il a reconnu que Al-Quds est la capitale d'Israël, Jérusalem. Ce n'est pas parce que Trump l'a reconnu que le monde entier va le reconnaître ou va donner la légitimité aux Israéliens. Ce sont des positions politiques. On utilise le pouvoir qu'on a pour reconnaître tel ou tel ou tel ou tel. Le cas du Sahara occidental, tous ces gens-là qui ont reconnu la marocanité du Sahara occidental, on va les étudier un par un. Tous sans exception. C'est Trump, et on sait Trump est un monsieur corrompu, un monsieur malade, et on va regarder le Premier ministre espagnol. Hier, il y a eu des manifestations en Espagne, à Madrid, les partis politiques, et tout le monde est sorti dans la rue, l'accusant de corruption. C'est un monsieur qui a été corrompu par le Maroc. Ça a été dit. Excusez-moi une minute. Alors, est-ce qu'on peut parler de corruption en attendant que notre ami Kibir revienne? Je peux citer par exemple les pays, les principaux pays qui sont justement dedans. Il y a les États-Unis, il y a l'Espagne. Il y avait l'Espagne justement, hein, pour des raisons bien précises, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et la Jordanie. Ensuite, on a la France, hein, avec sa position ambiguë. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Tété, les pays, on va dire, d'Afrique subsaharienne. Voilà. Et bien évidemment, Angleterre, ambigu aussi. oui. Et puis, il y a aussi, bien sûr, et là, il y a un gros dossier sur ça qu'on pourrait parler longuement, c'est concernant l'entité. Voilà. Donc, c'est ça. Bon, je disais, le Premier ministre espagnol, hier, il y a eu des manifestations. Il est accusé, lui, sa femme, son frère et son conseiller particulier. Les quatre sont accusés par le gouvernement espagnol, par les partis politiques espagnols. Et quand on accuse un Premier ministre, ce n'est pas... Il faut avoir vraiment des preuves. Et les preuves sont là. On demande aujourd'hui même qu'il démissionne. Parce qu'il y a une corruption qui a été faite par le Maroc. Quand on regarde aussi l'Union européenne, Maroco-Gate, c'est de la corruption aussi. Donc tout ce monde-là que vous voyez est un monde corrompu. Mais est-ce qu'ils ont un poids juridique qui peut changer la donne? La réponse est non. Donc ce sont des gens qui en profitent de la situation au Maroc. C'est des gens qui vont profiter. Le Maroc, il aime qu'on lui dise Sahara marocain. Moi, je te dis Sahara marocain. Tu me donnes 1 million ou 2 millions, ça ne me dérange pas. Mais moi, je vais utiliser le pouvoir, mon pouvoir que j'ai comme président mauritanien, comme président algérien, comme président du Zimbabwe. Ça ne m'intéresse pas. Ok, tu veux que je le dise? On va le halak. Sahara maghribi, donc tu me donnes de l'argent, salam alaikum. Mais qu'est-ce que cela va changer? Absolument rien du tout devant le droit international. Absolument rien. Et c'est ça le plus important. Le plus important, que même si tout le monde reconnaît. Voilà qu'on va revenir un peu, Khoya Adnan, pour mieux comprendre. Dans le temps de Hassan II, il n'a jamais cherché à ce qu'on reconnaisse le Sahara marocain. Jamais. Il n'a jamais mené cette politique. Jamais. Pourquoi? On se pose la question, pourquoi ce changement? Pourquoi pendant Hassan II n'a jamais demandé à ce qu'on lui reconnaisse le Sahara marocain? Il n'a jamais appelé les pays africains et le monde entier, et la France, Mama França, bien vrai que lui était bien en relation avec la France,
Il n'a jamais demandé à la France de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et ce n'était pas la politique du royaume du Maroc. Pourquoi aujourd'hui, dans le règne de Mohamed VI, on a changé la donne? Directement. On parle de la reconnaissance. On parle de l'hukm dhati qui est l'autonomie sous la souveraineté. Et c'est ça le problème. L'autonomie sous la souveraineté du Maroc. Mais on va se poser la question, est-ce que le Maroc est souverain? Tu ne peux pas proposer à quelqu'un quelque chose que toi, tu n'es pas propriété. Il veut donner aux Sahraouis l'autonomie sous sa souveraineté. Mais qui peut donner à tel ou à tel pays une souveraineté sur un territoire? C'est le droit international. Donc je reviens un peu au droit international. Quand le Maroc et la Mauritanie avaient revendiqué le même territoire, ce tribunal a dit clairement aucune souveraineté n'est à la Mauritanie ou le Maroc. Donc on n'a pas de souveraineté. Les Marocains aussi n'ont pas de souveraineté. Si vraiment on veut se baser sur ce dossier, sur la propagande marocaine, la Mauritanie et le Maroc sont au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. On a consulté le droit international, on a été faire le traité de Madrid et on a fait des accords entre la Mauritanie et le Maroc pour le partage du Sahara occidental. Donc le Sahara ne peut jamais être marocain. Jamais. Hassan II, par son ministre des Affaires étrangères mauritanien et le ministre des Affaires étrangères mauritanien, ont signé cet accord qui s'appelle le tracé de frontière entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc, voté par les deux parlements, mauritanien et marocain, sorti dans les deux journaux officiels des deux États, de la Mauritanie comme Zahir al-Maliki, que Ouad al-Dhahab est un territoire mauritanien. Khouti, on va regarder. C'est simple. Donc, en aucun cas, le Sahara est marocain. Si je veux aller dans la même propagande que des Marocains, ils te disent oui, mais ils ont reconnu l'allégeance. Mais aussi, ils ont reconnu qu'il y a des liens de droit sur le territoire sahraoui ou mauritanien. Donc, on va étudier le dossier facilement. Maintenant que le Maroc veut avoir une reconnaissance imaginaire, est-ce que le monde entier reconnaît? Qu'ils le reconnaissent. Si tout le monde entier reconnaît que le Sahara est marocain, est-ce que ceci va changer quoi que ce soit au droit international? Là, nous serons en face d'une communauté internationale qui ne respecte pas son droit international. Donc là, ça peut ouvrir une autre porte à ce que... Excusez-moi un peu. Donc en fait, Enfin, le Kibir est à Gaza. Il est parti Voilà. avec la flottille, Voilà. avec Rima Hassan, et voilà. Il y a l'armée israélienne qui le dérange depuis tout à l'heure. En fait, ça veut dire change que de place à chaque fois. Donc, M. Adnan, il est revenu de Gaza, il a fait vite. Non, non, il s'est juste planqué au détour d'un immeuble pour pouvoir nous parler. Je vous en prie, monsieur le Kibir. Donc, si tous les États, par exemple, reconnaissent la marocanité du Sahara occidental, on doit dire bye-bye au droit international. Bye-bye. Imaginez-vous, demain, il y a une alliance entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique, la France, la Russie, les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils appuient une propagande mauritanienne qui dit, voilà, nous revendiquons que l'Algérie est un territoire mauritanien. Imaginez, faites un peu de l'imagination. Imaginez que les États-Unis reconnaissent que l'Algérie est un territoire mauritanien. La France, la Grande-Bretagne, le monde entier. Tout le monde reconnaît que l'Algérie est un territoire mauritanien. Est-ce que ceci me donne à moi le droit mauritanien de dire que l'Algérie est mon territoire? Mais non! Non, qu'est-ce qui préserve
la Mais pourquoi souveraineté. le Maroc dépense des millions, pourquoi des milliards de dollars depuis ce temps-là pour quelque chose qui ne sert à rien? Ça ne sert à absolument rien du tout. Ils ne peuvent pas changer le droit international. Et pourquoi le Maroc le fait? Pourquoi le Maroc dépense autant d'argent? Je veux dire, c'est délirant quand même. Ouais, c'est fou, hein. Donc ça veut dire que tous les objectifs géopolitiques, économiques, diplomatiques, c'est des chimères. Non, le Maroc cherche par la reconnaissance de bloquer le problème au Sahara occidental au niveau des Nations Unies. Faire oublier le référendum. Barakallahu fik. Et pour gagner plus de temps. Si à chaque fois qu'il y a une résolution qui vient aux Nations Unies, si elle est bloquée par les gens qui reconnaissent que le Sahara est marocain, donc cette résolution sera bloquée. Donc le Maroc gagne du temps. Le statu quo. C'est ce que le Maroc cherche. Parce que le Maroc, s'il cherche vraiment à ouvrir le dossier et à en parler juridiquement, chose que lui, il a déjà perdu, juridiquement c'est perdu, maintenant il veut essayer de gagner du temps. Donc je vais avoir le maximum possible des gens qui sont pro-marocains aux Nations Unies. Quand il s'agit d'une proposition de résolution aux Nations Unies par rapport au Sahara occidental, elle sera bloquée. Regardez aujourd'hui que presque tout le monde reconnaît Israël. Tout le monde reconnaît Israël. L'ONU, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'Israël occupe le territoire palestinien. Juridiquement, ils ne peuvent rien changer. L'unique qui peut changer, c'est le peuple palestinien. Ici, dans le cas du Sahara occidental, ce sont les Sahraouis qui peuvent changer la donne. Demain, les Sahraouis peuvent dire « Nous, on est Marocains ». Plus personne ne peut parler. Plus personne. Donc, le Maroc joue sur le statu quo. Le Maroc joue sur le temps. Et quand c'est plus de temps, le Maroc est gagnant. Que cette affaire du Sahara occidental dure 100 ans, 200 ans, 1000 siècles si vous voulez, qui va en bénéficier, c'est le Maroc. Ce n'est pas les Sahraouis. Donc le Maroc est gagnant, il gagne du temps. Même cette proposition d'autonomie, c'est pour tuer vraiment tout espoir de résoudre le problème du Sahara occidental. Cette autonomie n'est pas venue pour régler le problème. Mais cette autonomie est venue pour rendre le problème plus problématique. C'est une tactique politique qui a été proposée par la France aux Marocains, et puis les Marocains l'ont accepté. Mais voilà. Ça prouve que le Maroc ne veut pas résoudre le problème. Mais ça va être très dangereux. Ne pas résoudre ce problème nous met nous tous dans cette zone, dans une situation critique, d'insécurité. Ça peut nourrir à d'autres choses. Moi, en Mauritanie, je ne suis pas stable. L'Algérien n'est pas stable. Même le Maroc n'est pas stable. Donc ceci peut créer d'autres problèmes. L'instabilité dans toute cette région. Qui en bénéficie d'une guerre ou d'instabilité dans toute cette zone? Qui? Est-ce que c'est le Maroc? Mais non, pas du tout, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui va en profiter. C'est l'Occident qui va déclencher une guerre, et voilà, des rébellions, des terreaux, ainsi de suite. Et c'est eux qui vont nous manipuler tous, et c'est eux, demain, ils vont nous vendre les mêmes armes. Donc notre économie, notre évolution, elle sera toujours en stand-by. On ne veut pas que l'Algérie évolue, on ne veut pas que le Maroc évolue, on ne veut pas que la Mauritanie, elle aussi, évolue, on ne veut pas que ces pays, ils le font. Donc il faut toujours créer un problème. Et quand vous avez écouté l'ex-ministre des Affaires étrangères israélien qui a déclenché la bombe atomique, il dit qu'Israël finançait le terrorisme, finançait Daesh, il donnait les armes à Daesh. Et on a tagué tous ces terreurs sur les musulmans. Alors que c'est le financement, c'est d'Israël. Et quand vous entendez que ce sont les Américains qui ont créé Daesh avec eux, c'est eux qui ont armé tous ces terreaux. Tous, sans exception. D'Al-Qaïda ou Jbadi al-Taht. Tout ceci a été créé pour déstabiliser les pays musulmans. Et en particulier les pays arabes. Pourquoi ils le font? C'est dans leur bénéfice à eux. C'est dans leurs intérêts. Il est de leur intérêt de rendre demain l'Algérie un cimetière. La Mauritanie aussi.
Parce qu'ils cherchent un sous-sol. Les richesses que l'Algérie a, que la Mauritanie, que le Maroc, la Tunisie et tout ce monde, eux, ils veulent ces ressources. Ils ne veulent pas un contrôle. Ils ne veulent pas d'un Mauritanien qui est anti-Occident, qui veut construire son pays. La même chose au Maroc, la même chose en Algérie, la même chose en Tunisie, au Mali, au Sénégal. Donc il y a toujours une main étrangère. Mais la main étrangère n'apparaît jamais, on ne la voit pas. Donc ils doivent utiliser d'autres pions pour le faire. Donc ce problème du Sahara occidental, on doit l'arranger complètement. Moi, je ne suis pas contre que les Sahraouis disent demain qu'ils sont marocains. Oqsim laka billah, c'est fini pour moi. C'est fini. Donc on doit résoudre ce problème. Pour que l'impact, parce que l'impact est là, khoti. Beaucoup de gens ne le voient pas. Des gens qui ne vivent pas les frontières algéro-mauritaniennes et sahraouis n'en savent absolument rien du tout. Mais les gens qui sont dans les frontières, nous par exemple, la Mauritanie, ça nous dérange. Ça nous dérange ce problème des Sahara occidental. Ça peut déstabiliser la Mauritanie. Comme aussi ça peut déstabiliser l'Algérie. Donc voilà, Nil est à l'abri, et pour revenir et dire que voilà, les reconnaissances des pays de la marocanité du Sahara occidental ne changent rien, Khouya Adnan. Le Maroc l'a déjà fait avec la Mauritanie. Mohamed El-Khamis a envoyé des délégations partout au monde pour convaincre les États à reconnaître que la Mauritanie est marocaine. Les pays arabes ont reconnu, tous sans exception, à l'exception faite de 2 pays. Seulement 2 pays arabes qui n'ont pas reconnu. La Tunisie, qui était le premier pays arabe à reconnaître la Mauritanie, ils ont refusé. L'Algérie, on ne l'a même pas demandé parce que l'Algérie elle était en guerre. Donc la Tunisie était le seul pays arabe à avoir reconnu la Mauritanie comme pays indépendant, et non seulement ça, ils nous ont aidés politiquement. L'ex-président tunisien a payé le prix. Le Maroc a coupé ses relations avec lui. Il n'a trouvé que les pays arabes. Donc est-ce que cela a changé quoi que ce soit? Rien. Ils ont reconnu la marocanité du Sahara occidental sans pour autant reconnaître c'est quoi l'histoire de la Mauritanie ni du Maroc. Ils l'ont fait par position politique. Juste une annonce, les amis. On vient de recevoir 2 avertissements de la part de TikTok comme cause d'avertissement, c'est la désinformation. Je partagerai avec vous tout à l'heure les avertissements. C'est incroyable, les Ayash. Au lieu de venir débattre, ils sont en train de nous signaler pour faire sauter le live. On a désinformé? 2 avertissements pour... Ouais, oui. Bah, si je te dis, je ne peux pas inventer. Hein. Voilà, donc je partagerai avec vous la capture d'écran tout à l'heure. Ils sont toujours comme ça, des informations. Ou maintenant, tiens, je vais laisser le Kibir terminer, bien sûr. Je vais laisser le Kibir terminer, après je partagerai avec vous. Enfin, vous connaissez ça, monsieur le Kibir, hein, c'est... Ah bien sûr, moi je suis habitué à ça. On va me signaler tout de suite, ce compte va être suspendu pendant 1 semaine ou 2. Mais ce n'est pas grave, j'ai d'autres comptes. Ça, moi je suis habitué à ça. Tout ce qu'ils savent, c'est signaler. Allez-y, on va tous signaler le Kibir. On va tous signaler Adnan. Et aussi vous signaler quoi? J'ai 16 comptes. 16. Donc signaler, je monte avec un autre compte. C'est gratuit. Les comptes sont gratuits. C'est ça l'intimidation. Ils veulent intimider le monde entier. C'est ça l'objectif des Ayash. Et aucun d'eux ne peut monter et débattre. Aucun d'eux. Donc, pour vous dire, M. Adnan, ça a été déjà fait. Mohamed V l'avait déjà fait. Des délégations en Asie, des délégations en Amérique, des délégations en Europe, il est en Afrique et les pays arabes. Aucun pays africain n'a reconnu la marocanité de la Mauritanie. Aucun. Il nous a combattu à l'ONU parce qu'en ce temps-là, la Mauritanie n'était pas membre de l'ONU. Mohamed V a dégainé beaucoup d'argent, la corruption. Et voilà. Il disait non, la Mauritanie est marocaine, patati patata. Basé sur quoi? La base est quoi?
Zéro. C'est un parti politique marocain, d'expansionnisme marocain, qui disait voilà, la Mauritanie est marocaine, le Sénégal est marocain, le Mali est marocain, une partie de l'Algérie est marocaine. Voilà, basé sur quoi? Sur zéro. Donc ça continue. Cette idée d'expansionnisme marocain, ça continue. Oh, subhanaka ya Rab, quand vous la comparez avec l'État Sion, c'est la même politique. C'est la même politique. Les Sions sont venus, ils ont revendiqué une partie de la Palestine. Maintenant qu'ils l'ont, avec la force, ils veulent jusqu'à l'Irak, jusqu'à l'Arabie Saoudite, et voilà l'expansionnisme. C'est la même chose. Les Alaouis, quand ils sont venus, on leur a donné un territoire. Les Français les ont donné le Maroc. Maintenant, ils veulent avoir la Mauritanie, ils veulent avoir le Sénégal, ils veulent avoir la Gambie, le Zimbabwe, et même l'Égypte parfois. Donc, cette politique d'expansionnisme doit s'arrêter complètement. Ça ne met pas le Maroc en abri. Le Maroc sera toujours vu par les autres nations d'un autre œil. Donc, pour revenir un peu et dire que le Maroc l'a déjà tenté avec la Mauritanie, oh subhanallah, pourtant ils n'ont jamais revendiqué Ceuta Melilla. Officiellement, ils ne l'ont jamais fait. Subhanak ya Rab. Pourtant, entre parenthèses, ils disent que c'est un territoire marocain. Il est plus logique parce qu'il est dans la zone du Maroc. Mais on sait tous que voilà, les accords entre la France et l'Espagne sur le Rif, tout le monde le sait. Mais voilà, subhanallah, ils cherchent toujours le faible. Ils en profitent toujours de la faiblesse de l'autre. Quand l'autre est faible, ils le revendiquent. Alors que dans toute l'histoire, aucun Marocain, j'ai bien dit aucun Marocain, n'a mis pied en Mauritanie avant 1970. 1970. Le premier qu'il a fait, c'était Hassan II. Il a fait le voyage du Maroc jusqu'à la Mauritanie. 70, le Sahara était occupé encore. Et pourtant, Hassan II a signé un accord avec le président mauritanien Mokhtar Ould-Daddah et le président algérien Houari Boumediene, Allah yarhamhum. Il a signé un accord avec eux. De quoi? Il était basé sur quoi cet accord? Que ces trois pays vont aider le peuple sahraoui à se libérer de l'occupation espagnole. Subhanallah, anouadibou. Donc voilà, le Maroc, il gagne du temps. Si j'étais marocain, j'allais faire la même chose. Je vais être très honnête avec toi. Je veux faire la même chose, la même politique, gagner du temps. Gagner du temps, c'est gagner plus d'argent. Gagner plus d'argent des ressources voulies du Sahara occidental. Mais les Sahraouis ne pensaient pas qu'ils dorment. Eux aussi, ils ont leur diplomatie. Eux aussi, ils sont partis et ils ont gagné. Gagné tous les procès. Tous les procès contre le Maroc a été gagné par le Polisario. Tous, sans exception. Le Polisario n'a perdu aucune bataille juridique. Excusez-moi, très cher Kibir, juste une petite annonce pour dire à tous les abonnés qu'il reste un petit quart d'heure avec conclusion comprise avant la fin du débat. Si vous souhaitez une extension de cette belle thématique et qu'on s'amuse tous à écouter les argumentaires d'Eriacha, n'hésitez pas à faire les objectifs. Il y en a un, il en manque 9. À vous de jouer. On vous écoute, très cher Kibir. Barakallah, je disais que le Polisario a gagné toutes les batailles juridiques contre le Maroc. Toutes, sans exception. Et la dernière bataille juridique, c'était la Cour européenne de justice. Notez bien ici, s'il vous plaît, notez ici, que le Polisario a réussi là où l'OLP n'a pas réussi. Dans ce même tribunal. C'est pour vous dire que voilà comment est très importante la cause du Sahara occidental. L'OLP avait porté plainte contre Israël, contre l'Union européenne, qui exploite les richesses des Palestiniens vendues par les Israéliens en Europe. Ils ont perdu la bataille juridique, l'OLP. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que l'OLP ne représente pas le peuple palestinien. Il y a d'autres représentants du peuple palestinien. Donc, comme OLP, tu ne peux pas parler au nom des Palestiniens. C'est là où ils n'ont pas réussi. Le Polisario est venu là déposer sa plainte
Contre qui? Contre l'Union européenne. Et ils ont gagné. Parce que cette Cour européenne a reconnu que l'unique représentant de ce peuple sahraoui est le Polisario. Donc une bataille juridique extraordinaire. Seulement reconnaître que le représentant du peuple est le Polisario, salam alaikum Maghreb. Le roi, tu ne représentes rien. Tu ne représentes pas le peuple sahraoui. Et vous connaissez le reste. Le reste de ce qu'a dit la Cour. Vous le connaissez. Pourquoi le Maroc s'entête? Et pourtant, leur ministre des Affaires étrangères est sorti, il les a enroulés dans la farine. Ah, vous savez, c'est l'Union européenne, nous, ça ne nous concerne pas. Mais ça, arrête un peu un moment. Cette Union européenne te dit que le Sahara n'est pas marocain. Tu me dis ça ne me concerne pas. Ils te disent que tu n'as aucune autorité, ça ne te concerne pas. Ils disent que l'unique représentant de ce peuple est le Polisario. Ce n'est pas ton roi Mohammed V, ça ne te concerne pas. Là, je pose une question, M. Adnan. Est-ce que l'Union européenne, est-ce que cette Cour de l'Union européenne s'ingère dans les affaires internes du Maroc? Si le Sahara était marocain, tu me diras oui. Et ben voilà, ton ministre, votre ministre, il vous a enroulé dans la farine. Parce que si un tribunal ou qui que ce soit vient et me dit, par exemple, à moi, le Mauritanien, la Mauritanie n'a pas de souveraineté sur Attar, Nouadhibou, Nouakchott, Zouaret. Oh, stop! La Mauritanie va faire une guerre contre ce tribunal ou contre ce pays. Même s'il le faut couper nos relations diplomatiques directement. Parce que c'est ingéré dans nos affaires internes souveraines de la République islamique de Mauritanie.